Alors, si vous voulez bien, on va commencer doucement sur ce sujet qui est à la fois un sujet bateau, c'est un sujet de bac, hein, et en même temps, dont on va voir que c'est un sujet, finalement, qui reste un sujet quand même essentiel dans notre vie, qui est celle de la liberté. Et si la question est formulée comme ça, y a-t-il encore une place pour la liberté? C'est parce que je pense que c'est une question sur laquelle les générations ne réagissent pas du tout aujourd'hui comme elles réagissaient il y a 30 ans ou 40 ans. C'est redevenu une question. Sommes-nous vraiment aussi libres que nous avions pensé l'être? Nos pays européens sont-ils vraiment, ou les États-Unis, sont-ils vraiment des lieux de liberté? J'ai participé au forum, pas le festival, le forum d'Avignon. Quand on voit l'importance à la fois économique, mais l'importance aussi technologique, ce qu'on appelle les big data, vous savez, vos données personnelles, la manière dont le réseau va vous suivre de plus en plus près dans tous vos choix, dans toutes vos décisions, dans toutes les traces que vous laissez informatiquement, ça vous en laissez de plus en plus nombreuses, et dans le profil que ça vous donne, voilà, et dans la manière dont la machine, parce que c'est pas des personnes, hein, va vous proposer de plus en plus de choix qui correspondent à votre profil, suivent les évolutions de votre profil. C'est vrai qu'à la fin, on se demande, mais si vraiment le monde dans lequel je suis ne fait que me proposer des choses qui me conviennent, est-ce que je ne vais pas finir par avoir l'illusion qu'en fait, bizarrement, tout me convient et que finalement, je ne suis plus du tout libre parce que comme tout est prévu pour me convenir, je ne vais pas chercher ailleurs, quoi. Un monde dans lequel on finirait par être tellement dans un effet miroir que finalement on s'endort tranquillement dans sa conscience jusqu'à ne plus exister, avec une espèce de perte totale de la distance critique. On n'en est pas là, mais paradoxalement dans un monde dont on va voir qu'il est très compliqué et dans lequel il n'est pas certain qu'il augmente la part de liberté ou qu'il favorise l'exercice de la liberté, on voit apparaître des possibilités de la perdre. On va dire ça comme ça. On peut même dire que les gens qui autour de nous perdent leur liberté de décision, je pense, augmentent depuis une petite dizaine d'années. Parce que le système, ne serait-ce qu'administratif, est trop compliqué. La manière de se battre dans ce monde pour s'en sortir devient très exigeante pour une part importante de la population. L'accélération des choses qui sont des incontournables auxquelles je dois répondre augmente en nombre, et donc ma marge de décision, de distance, de temps d'intériorisation, tout ça diminue. Et finalement, ce n'est pas si sûr que ça soit plus simple d'être libre aujourd'hui, et que le monde dans lequel nous sommes le facilite. J'étais très frappé à ce forum d'Avignon de la rencontre qui avait lieu à l'université. Il y avait la ministre de la Culture française et le ministre de la Culture sénégalaise. Si on les prenait chacun comme un témoin de la culture du pays d'où ils venaient, et je pense qu'ils l'étaient pour une part, la liberté a changé de camp. Elle est clairement de l'autre côté de la Méditerranée. La liberté de penser, la distance critique, et même, il a commencé comme ça, le ministre, en disant, mais c'est la première fois depuis un certain nombre d'années que le monde vit une crise sans que l'Afrique en soit l'épicentre. Il a continué en disant, c'est la première fois que le dominant, c'est-à-dire vous, allez mal. Nous allons mieux. Pas parce que vous allez mal, mais nous allons mieux. Et clairement, vous n'allez pas bien. En nous expliquant d'ailleurs qu'en gros, si nous n'allions pas bien, c'est que nous avions perdu une part de notre identité et puis de la cohérence à nos racines. C'était très étonnant. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'apologie de la culture sénégalaise contre la culture française, mais voilà, je ne suis pas certain que l'Afrique n'est pas non plus uniquement un terrain de liberté, hein, c'est aussi un terrain de violence et de non-liberté, mais voilà, c'est comme ils sont très sensibles à ces dimensions de la liberté, que nous y sommes aussi très sensibles. Je vous dis, c'est plus difficile de soutenir qu'un pays comme la France est un pays où les personnes peuvent exercer une plus grande liberté qu'un pays comme le Sénégal. Le Sénégal n'étant pas le Rwanda, n'étant pas le Gabon ou l'Algérie ou la Tunisie. D'accord. Alors, je me disais, voilà, penser ça en 4 temps. D'abord, identifier en quoi est-ce que notre liberté a objectivement augmenté.
et la compréhension approfondie que nous en avons désormais de cette liberté. C'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, on interrogerait un jeune de 20 ans sur la liberté, il aurait sûrement plus de choses à dire qu'un jeune du même âge, de la même classe sociale au XVIIe siècle. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, même un garçon, une fille de milieux qui n'ont pas fait nécessairement des études très poussées aurait des choses à dire et pertinentes, tout à fait pertinentes. Même d'ailleurs un enfant de 5 ans aujourd'hui aurait des choses pertinentes à dire sur la liberté, voire à contester intelligemment ou le trop de liberté, ce qu'ils font des fois, ou le pas assez de liberté qu'on lui laisse. Là, il y a un mûrissement qui est indéniable. Voilà, est-ce qu'il est authentique, jusqu'où il va? Dans un deuxième temps, essayer de voir que, paradoxalement, par certains côtés, je vais esquisser, mais je vais le développer, la liberté est de plus en plus difficile. Et puis, c'est de comprendre quelle est cette combinaison. Comment ça se fait qu'on est à la fois plus et moins libre, et ça se fabrique comment, cette espèce de paradoxe-là? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut avancer là-dedans? Alors, je ne vais pas vous refaire une histoire du concept de l'exercice de la liberté. Simplement voir que c'est une thématique humaine relativement tardive. La plupart des sagesses, alors ça ne veut pas dire que la liberté n'est pas présente dans les mythes, elle n'est pas présente dans la vie des sociétés primitives, qu'elle n'est pas présente dans les sagesses religieuses, mais elle n'est pas tellement développée comme telle. La thématique de la liberté, elle est récente. Elle apparaît chez les Grecs. Et classiquement, on dit, ce qui est très vrai, je crois, c'est qu'elle apparaît quand on compare Échille, Sophocle et Euripide, parce que Échille, c'est la liberté de vivre la fatalité, parce que la fatalité de toute façon s'impose, c'est les dieux qui décident à la fin, c'est pas l'homme. Sophocle, c'est le moment où précisément l'homme affronte les dieux et leur affrontement, c'est pas se rebelle, mais oui, fait face aux dieux. Et tente de leur opposer ou de s'interposer face à la destinée. Et Euripide, où il y a un commencement d'émergence d'une liberté, et je n'allais pas dire une diminution du pouvoir des dieux, mais on est à la frontière de ça. Donc ce sont les Grecs, et puis les stoïciens, c'est un thème spécifiquement stoïcien, la thématique de la liberté. Et c'est pas rien, c'est aussi parce que la pensée grecque est une pensée de la vertu, c'est-à-dire du travail d'auto-ennoblissement de l'homme par lui-même. Comment apprendre à être homme, le métier d'être homme, au sens d'un travail intérieur sur soi. C'est pas la psychanalyse qui a inventé ça, ce sont les Grecs. Le fait que l'initiation religieuse et l'initiation tribale permet aux individus de franchir des seuils de maturité, ça c'est vieux comme les civilisations humaines. Mais le fait qu'il y ait un travail, que ce travail soit à la fois un travail de la raison et un travail de la volonté à l'intérieur de soi, de manière telle qu'on s'auto-ennoblit, c'est que ça la vertu. C'est formulé, enfin sa formulation est spécifiquement grecque. De là à dire que la liberté est née en Grèce, moi je pense qu'on peut dire que la liberté est née en Grèce, en tout cas à l'état de concept éthico-politique, éthique et politique. Et le citoyen, c'est l'homme libre, c'est l'homme qui est libre de ses pulsions, qui est libre aussi des représentations toutes faites. C'est l'homme qui a une autonomie, qui est capable de penser par lui-même. C'est ça l'homme libre. Et le citoyen est celui qui a le minimum de liberté pour être capable d'être responsable de soi et des autres. C'est ça le concept. Si vous lisez aussi bien la République de Platon que la politique d'Aristote et l'éthique d'Aristote, on aboutit à ça. La pensée romaine est aussi marquée par la notion de liberté, mais elle l'est peut-être plus de manière collective. C'est très étonnant de voir que l'invention, vous savez, de l'Empire romain, c'est-à-dire ces villes associées les unes aux autres, régies par les mêmes lois et les mêmes organisations, dans une grande diversité d'ailleurs éventuellement religieuse, c'est une forme au fond c'est pas la liberté par la ville, mais c'est la liberté par le projet politique. La liberté grecque, elle repose sur l'individu, la liberté romaine, elle repose sur la conjonction entre la loi et l'organisation. Elle repose moins sur les personnes que sur l'universalité, mais vous voyez bien, universalité ambiguë, de la loi doublée de l'organisation. Le problème, c'est que la loi peut être universelle, l'organisation, elle ne l'est jamais. Mais chez les Romains, c'est tout un. On peut dire que ça fait penser à des choses contemporaines aussi, mais... Et donc, l'homme libre, ou le citoyen romain, c'est celui qui a découvert précisément la loi et l'obéissance au système d'organisation qui est celui de la ville et de l'Empire romain comme lieu d'exercice de ses droits et de ses devoirs.
Et donc j'allais presque dire, c'est plus politique comme liberté que ça n'est proprement éthique. Il n'y a pas de... L'Empire romain n'ajoute rien au concept de liberté grecque. D'abord, globalement, sur le plan philosophique, dans ce qu'il a le plus élaboré, il est à peu près, il est ou stoïcien ou platonicien. Hein. La pensée romaine, elle n'a rien inventé philosophiquement. Par contre, on voit bien qu'elle a valorisé, un grec dirait survalorisé, mais la dimension de l'État, la dimension du politique, et la dimension de la loi et d'une loi, d'un droit, qui est un droit qui s'impose de manière universelle et qui garantit... oui, une certaine égalité des citoyens romains, au moins devant la loi. Et puis il y a un troisième grand courant d'émergence de la liberté, c'est la tradition judéo-chrétienne. Je parle de notre espace européen. Sur ce thème-là, je serais rien capable de vous dire de la pensée indienne ou de la pensée chinoise. C'est pour ça qu'il soit tellement question de liberté dans la pensée chinoise, en tout cas sur le plan politique ou sur le plan éthique. Peut-être dans le taoïsme. Mais en tout cas, dans notre espace occidental, ce qui caractérise la pensée judéo-chrétienne, c'est la liberté intérieure. La liberté intérieure, elle existe déjà chez le philosophe, elle se manifeste chez Épictète, qui, voilà, c'est l'esclave devenu libre intérieurement. Qu'au fond, il y a les conditions d'existence concrètes, et celles-là, on ne les choisit pas, et puis il y a la distance intérieure qu'on a par rapport aux conditions d'existence que l'on a, et la vraie liberté, elle n'est pas dans les conditions d'existence concrètes, elle est dans l'attitude, la distance intérieure qu'on a par rapport aux conditions d'existence. Aristote est plus nuancé sur le sujet, il dit à un moment donné, les conditions d'existence, quand même, elles jouent un rôle. Hein, parce que peut-être, éventuellement, il envisage qu'on lui casse une jambe, mais peut-être pas deux, plus les bras. Hein. C'est pour dire que, voilà, on garde une certaine distance intérieure par rapport aux événements extérieurs, tant que les événements extérieurs sont relativement supportables. Il y a un seuil où on n'y arrive pas. C'est pour ça que l'exemple du martyr, qu'il soit juif, lisez le livre des Maccabées, il y a 2 ou 3 exemples de martyrs héroïques, ou lisez toutes les scènes des martyrs du début du christianisme, et vous voyez bien que ce qui caractérise la liberté judéo-chrétienne, c'est une liberté intérieure absolue. C'est-à-dire même face à la mort, même face à la pire cruauté, même face à la manipulation idéologique, la liberté. Et c'est très très fort. C'est pas le christianisme qui a inventé ça, c'est la tradition biblique juive, elle est très très profondément marquée par ça. Et cette espèce donc je dirais la liberté est le fruit d'une présence de Dieu qui arrache complètement l'homme, je dirais, en tout cas quant au choix ultime, quant à l'orientation ultime de son existence, des conditions politiques et sociales dans lesquelles il vit. Enfin, c'est ça sa noblesse. Donc la liberté trouve sa source dans quelque chose de supérieur à l'homme. En gros, l'homme laissé à lui-même n'est jamais complètement libre. La seule force qui puisse le libérer, c'est la présence divine. Ensuite, on a, donc, là je simplifie, hein, mais on a en même temps, dans un deuxième temps, notamment à partir des Lumières, sous la forme politique d'ailleurs ensuite de la démocratie, ou qu'elle soit américaine ou qu'elle soit européenne, donc à la fois d'une manière à la fois qui regarde le sujet et la dignité du sujet, le développement de la conscience avec lequel le sujet humain se sait d'une dignité non aliénable, hein, cette idée qu'il y a dans l'homme quelque chose qui ne doit pas et qui finalement ne peut pas être soumis, qui est sa conscience. Et que la liberté dans les Lumières, elle se réfugie dans la conscience, mais que pour que cette liberté de la conscience puisse s'exercer, il faut des conditions politiques qui la permettent. Vous voyez, on n'est dans pas la même problématique que chez les Grecs. Alors, il faut que vous lisiez Rousseau, d'accord ou pas d'accord avec Rousseau, mais vous pouvez aussi lire Voltaire. Enfin, c'est la grande thématique des Lumières quand même, que la conjonction entre la liberté et la prise de conscience de sa propre dignité, grâce à la connaissance, et puis le développement précisément d'un régime politique qui reconnaît le droit de la personne à disposer librement de sa propre conscience. Le citoyen, il n'est pas libre en République de faire ce qu'il veut, il doit se soumettre à la loi, mais nul ne saurait soumettre sa conscience. Ni la religion, ni le système politique. Alors, c'est paradoxal, parce que la Révolution française a commencé par imposer de manière parfaitement dictatoriale
violente, sanguinaire et terroriste d'ailleurs, non seulement une pensée politique, mais une pensée éthique et même une pensée anti-religieuse. C'est ce qui est paradoxal quand on voit que les religieuses d'Orange étaient accusées d'être des fomentateurs de complots et des perverses, enfin des citoyens gravement traîtres à la patrie simplement parce qu'elles récitaient leur office dans leur prison, quoi. Évidemment, c'était comme si, quelles sont les expressions, c'est très impressionnant la manière dont le tribunal populaire formule la gravité des écrits religieux, vous voyez, qui sont presque des choses qui sont directement dirigées contre la nation. Enfin, on est dans les meilleurs moments du pire maoïsme et du pire stalinisme. Enfin, comme c'était chez nous, ça. Voilà, donc il y a là, vous voyez, mais on ne peut pas confondre les deux. Il ne faut pas identifier les Lumières à la manière, comment on dit ça, au premier moment totalitaire sous lequel elle a prétendu s'imposer politiquement cette pensée des Lumières. C'est un vrai problème psychanalytique pour la pensée occidentale et pour la pensée française. Moi, je pense qu'on est un pays qui ne fera jamais le point avec lui-même, tant qu'il ne sera jamais heureux. Nous ne serons jamais un peuple qui, collectivement, aura la possibilité d'être heureux, tant qu'on n'aura pas fait le point avec le meurtre originel du père qui s'appelle la décapitation du roi, avec toute la symbolique que ça représente. Et puis, tant qu'on n'aura pas retravaillé sur ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire la manière dont on a cru à un moment donné qu'on faisait un pont entre les deux parties de la Méditerranée, et que, voilà, comment dire ça, avec un bilan qui est négatif pour tout le monde, c'est aussi bien pour les Algériens, pour les Français qui étaient les pieds noirs, et pour les Harkis qui se sont trouvés abandonnés entre les deux et bouc émissaire. Voilà, il y a des moments comme ça où un peuple ne peut pas s'en sortir s'il ne fait pas le point il ne fait pas la point sur sa mémoire. Mais ça, c'est un problème de psychanalyse collective, de thérapie collective. C'est pas notre sujet. Le sujet, c'est plus de voir que, même si c'est important pour se libérer de son passé, de son histoire, dans ce cas-là de compliqué, et du passé et de l'histoire collective. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en tout cas, au moment des Lumières, émerge une nouvelle, un pas plus loin dans la prise de conscience de la liberté et de la manière dont la liberté se loge dans la conscience du sujet humain. Ce n'est pas une invention des Lumières. Saint Thomas d'Aquin dit exactement la même chose. Il dit qu'on doit suivre sa conscience même si elle est erronée. Quelqu'un qui agit en conscience, même s'il a été déformé par le marxisme, le puritanisme, le libéralisme ou tout ce que vous voudrez, à la fin, la dignité humaine, c'est d'agir tel qu'il me semble qu'il est vrai d'agir. D'accord ? Que si je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut agir, me soumettre à une manière d'agir qui peut être objectivement meilleure, mais qui m'apparaît, moi, parfaitement perverse, c'est aliéner ma dignité. C'est cohérent, d'ailleurs. C'est marrant que ce soit un religieux, d'ailleurs, qui obéissait, dominicain, qui a inventé ce truc-là. Mais, enfin, plus qu'inventé, qui est développé de manière extrêmement rigoureuse, cette pensée. Et donc, vous voyez bien que là, la liberté n'est plus simplement... elle est quelque chose qui devient, je dirais, un principe sacré dans la constitution de la personne. Je le formule comme ça. Hein. C'est plus simplement une manière d'être, la liberté. Chez les Grecs, chez les Romains, dans toute la tradition judéo-chrétienne, la liberté, c'est une manière d'exister. Donc c'est quelque chose qui est second, pas secondaire, mais qui est second. C'est une propriété de l'acte humain. On y reviendra. À partir des Lumières, ce n'est pas une propriété, c'est une condition sine qua non d'existence. C'est pas pareil. C'est-à-dire que je ne commence à être humain que pour autant que j'exerce ma liberté. Et c'est la manière dont j'exerce ma liberté en référence à ma propre conscience, et une conscience éclairée, que je cherche à éclairer, que je crée moi-même mes propres conditions d'existence digne. Et puis deuxièmement, la liberté devient un principe d'organisation politique, puisque la première chose qu'a préservé l'organisation politique, c'est la liberté de conscience de chacun de ses membres. Et donc c'est pour ça, vous savez, c'est Rousseau, je ne vais pas vous refaire le contrat social, mais du coup il faut chercher à convaincre la personne dans sa conscience qu'elle a intérêt, personnellement, à miser sur la collectivité. Vous voyez ? Qu'il faut persuader que c'est mon intérêt de miser sur la collectivité. Et le principe de Rousseau, qui est presque un prédicateur, c'est dans le contrat social de démontrer de manière pseudo-rationnelle, parce que ça ne tient absolument pas rationnellement, mais la démonstration, comment vous dire ça, elle est magnifique, même si elle est fausse, sur le plan de la raison pure. Et donc, c'est de démontrer que l'individu ne peut pas être pleinement lui-même et être pleinement libre
s'il n'est pas protégé des autres par l'organisation politique. C'est un peu paradoxal. Enfin, protégé de ce que le collectif génère, pour être plus précis, parce que le collectif non régulé aboutit finalement à l'aliénation des individus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut persuader l'individu qu'il va gagner en liberté en aliénant une part de ses intérêts particuliers. C'est pas exactement le sujet, mais à des années-lumière de la notion de bien commun au Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge. Parce que le bien commun, c'est mon bien. Ce n'est pas un calcul. Ça fait partie de moi. Okay? Si je ne coopère pas au bien commun, je ne coopère pas à mon propre bien. Je n'y ai pas intérêt, c'est constitutif de ma manière d'être. Vous voyez la différence? Nous, il faut qu'on est tout à fait nous rousseauistes. Si j'y vois pas mon intérêt, je ne vois pas pourquoi je paierais l'impôt. Je me délocalise ailleurs. Si j'y vois pas mon intérêt, je ne vois pas pourquoi je respecterais mon supérieur. Vous voyez, en gros, le français, il faut d'abord qu'il perçoive subjectivement son intérêt narcissique pour qu'éventuellement, il envisage d'avoir des bonnes raisons d'obéir à la loi. Sinon, il va chercher des manières, non pas de la désobéir, bien sûr, mais de la contourner, ce qui est plus astucieux. Voilà. Et donc, il va chercher à tempérer son intérêt par celui des autres. On est, je vous dis, très loin de la notion du bien commun, qui est celle de la famille. Enfin, quand la famille d'ailleurs devient fondée sur le contrat social, c'est la fin du monde. Parce que si chacun des membres de la famille cherche son propre intérêt et qu'il faut le persuader qu'il a intérêt à vivre en famille pour ce que ça lui rapporte, rapidement vos enfants vont vous réclamer une lettre d'affranchissement, enfin, oui, de l'esclavage légal dans lequel ils sont. En disant je me casse, tu comprends, j'ai parfaitement les moyens de m'en sortir sans toi, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc, alors, l'ambiguïté, je vous le disais tout à l'heure, donc là c'est une ambiguïté intrinsèque, hein, c'est de mettre la liberté presque comme un espèce de principe central dans la vie de l'éthique de la personne et du politique. Mais la deuxième ambiguïté, c'est qu'elle se constitue, cette liberté, en affranchissement vis-à-vis de la religion ou du politique, ou du pouvoir politique, qui ne serait pas éclairé par la liberté comme premier principe. Enfin, vous voyez. Donc en gros, il y a un côté de rébellion ou de l'individu face au collectif, qui est le politique, et face au métacollectif, qui est la religion. Donc évidemment, la religion est par excellence comme l'aliénant, comme l'oppresseur, comme ce qui ne permet pas la liberté, et ceux qui d'ailleurs fabriquent tout pour empêcher la liberté de ses sujets. Ce qui est, quand vous analysez un tout petit peu, alors peut-être que malheureusement la religion sans doute attaquée sur ce sujet s'est empirée dans sa manière de faire, mais si vous faites une coupe historique un peu large sur 2-3 siècles, c'est difficile de démontrer matériellement que la religion est statistiquement plus aliénante qu'elle est libérante. La démonstration de l'individu moderne libéré de la religion en est l'exemple. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, être aliéné à la consommation et à la pulsion, ça soit beaucoup plus aliénant que d'être aliéné à la religion, pour faire court. Parce que d'être aliéné à soi-même, c'est quand même la pire des choses, parce que c'est celle dont on ne se rend pas compte comme aliénation. Alors que la religion, au moins, on peut lui dire ce qu'on en pense. Enfin, voilà. On court ses risques, hein, mais enfin plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on risque rien du tout, mais... Voilà, je dis ça parce que ça fait partie d'une espèce de vision primaire, simpliste, infantile, vous voyez, mais malgré tout devenue générale et considérée comme hautement scientifique, qui navigue dans l'opinion française et européenne sur la religion, ou les religions, ce qui est évidemment une manière de multiplier la tête des mondes. Il n'y a pas seulement la religion, il y a le complot des religions, vous savez, c'est comme les francs-maçons, plus les arabes, plus les juifs, ça fait un gros complot. Donc là, vous avez les religions, qui en gros nous oppriment, puis vous avez les peuples qui se libèrent grâce à la science, la technologie, et leurs amis sur Facebook. Et donc, pardon de la plaisanterie. Donc, on peut ajouter que l'après-deuxième guerre mondiale, là aussi c'est à grands traits, je n'ai pas du tout la prétention d'être objectif, mais c'est quand même pour baliser quel est notre background. Après la deuxième guerre mondiale, moi je dirais, pour résumer, je me disais en préparant ça, on entre dans l'ère du libéralisme. Dans tous les sens du terme, dans le sens à la fois philosophique, économique, artistique, intellectuel. La liberté n'est plus une revendication, c'est un état de fait qu'on souhaite établir. On souhaite établir l'état de liberté. C'est ça l'horizon de l'après-deuxième guerre mondiale. Parce que c'est plus jamais l'aliénation, la deuxième guerre mondiale.
l'après Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire plus jamais des systèmes d'aliénation collective, plus jamais des manières de se massacrer les uns les autres à l'échelle de la planète de manière inutile. Et donc pour ça, il faut que voilà, le principe de réorganisation de la planète, parce qu'il y a quand même légèrement le projet, comme après la Deuxième Guerre mondiale, de réorganiser la planète, notamment des vainqueurs, même s'ils sont censés être démocrates, judéo-chrétiens libérés par les Lumières et tout ce que vous voudrez, on est quand même là-dedans. C'est-à-dire, alors positivement, c'est vu comme l'alliance des libertés, hein, c'est l'instauration de l'alliance des libertés des personnes et des peuples, comme la grande chaîne qui va permettre d'instaurer à l'échelle du monde le règne de la liberté. On peut dire ça comme ça. Hein, c'est que le désir, légitime d'ailleurs, hein, peut-être un peu utopique, peut-être un peu messianique au sens un peu allumé du terme, hein, c'est quand même d'instaurer le règne des libertés, ou de la liberté. Il faut toujours se demander d'ailleurs si la liberté n'aurait pas quelque chose à voir, enfin la manière occidentale de la liberté n'aurait pas quelque chose à voir avec l'invention des deux totalitarismes qu'on venait de subir. Vous voyez, quand même, le marxisme et le nazisme, c'est quand même des produits typiques occidentales début du XXe, fin du XIXe, quand même. Avec une thématique centrale de la liberté dans les deux cas, hein, que je ne développerai pas, mais c'est absolument central la notion de liberté, aussi bien chez Marx que chez Hitler. Lisez Mein Kampf, lisez le Capital, et vous verrez que dans les deux cas, le principe de libération est absolument central. Et très différemment de Spartacus, si pour autant que Spartacus ait conçu une philosophie de la libération. Voilà. Et donc concrètement, on est dans cette phase qui est contre le totalitarisme et l'idéologie, qui sont les deux gros visages, ou les deux gros monstres, de la non-liberté. La non-liberté de penser, qui est l'idéologie, et la non-liberté d'agir, qui est le totalitarisme. Et donc on cherche à développer, et la chute du mur, je vous le rappelle, a été vécue comme le moment, alors il ne reste plus que la Corée du Nord, mais en gros où s'abolit cette opposition entre le clan de la liberté et le clan de l'oppression, et où définitivement la planète entière entre dans l'ère du libéralisme. Et donc c'est quand même un pas en avant. D'envisager et de promouvoir comme mouvement culturel global à l'échelle de l'Occident, de l'Europe, de l'Occident, puis du monde, l'idée que c'est l'alliance des libertés qui va permettre l'avènement d'une manière humaine nouvelle de vivre, c'est pas complètement stupide, ça fait sens profondément. D'autant plus que de 1945 jusqu'à nos jours, il y a des événements qui ont montré ponctuellement que c'était vrai. Il y a quand même des grands moments de lutte pour la liberté, des grands moments de victoire, même si c'est après coup et après beaucoup de morts, de la liberté sur l'oppression. On pourrait dire d'ailleurs qu'un des grands mythes fondateurs de la pensée occidentale de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à la fin, la liberté vaincra. On va le dire comme ça. Quelque chose qui est profondément ancré. Enfin, je parle des dinosaures depuis 40 ans, hein, je ne parle pas des moins de 25, qui nous regardent gentiment, en disant, mais t'es le pote à Che Guevara, quand tu dis des choses comme ça, mais voilà, ils nous regardent gentiment, comme les t-shirts, vous voyez, avec Che Guevara dessus. Comme un truc qui est notre époque, quoi. La liberté vaincra, c'est notre truc, c'est notre machin. Eux, leur problème, c'est pas tellement de savoir si elle va vaincre, c'est comment on s'en sort maintenant, et après ça, on verra. Si éventuellement, nos propos ont de l'intérêt. Alors, on peut le prendre dans l'autre sens, hein, et effectivement, se dire que le propre de ce à quoi nous aboutissons, c'est un vertige angoissant de la liberté, qui est d'ailleurs celui que décrit très bien Sartre, qu'en fait, la liberté, nous y sommes condamnés. Donc, ce n'est pas un cadeau, c'est la pire des choses qui nous a été donnée. Parce que c'est une obligation, je ne peux pas ne pas être libre. Et que donc, eh bien, ma vocation, c'est de passer ma vie à essayer de l'être sans jamais y parvenir en plus. C'est-à-dire que être libre devient, si vous voulez, une obligation, un principe moral, un impératif catégorique. Ça n'est plus agis de manière telle que ta maxime puisse être appliquée à tous les hommes dans la même situation, mais il n'y a qu'une seule maxime, tu dois être libre. Avec un corollaire, même si tu n'y parviendras jamais complètement, voire pas du tout. Mais de toute façon, ta vocation, c'est Sisyphe, hein. Relisez le mythe de Sisyphe chez personne mieux que Camus à sa manière.
à réfléchir sur la tragédie moderne de la liberté, c'est que j'y suis contraint. Alors pourquoi est-ce que ce vertige, effectivement, il pouvait paraître très théorique, je dis, dans la période de Camus, de Sartre, mais qui prend aujourd'hui un visage très simple, c'est que pouvoir faire n'importe quoi, c'est à la fin ne plus du tout savoir ce que je pourrais faire, ni pourquoi je ferais ça plutôt qu'autre chose. Si vraiment je peux faire une chose et son contraire, et que c'est moi que le principe de ma décision, c'est uniquement ma liberté. À la fin, pourquoi je fais quelque chose plutôt qu'une autre? Sans aucune raison, dirait Sartre. Sans raison. Mais l'important, ce n'est pas que j'ai des raisons de le faire, c'est que je le fasse librement. Puis-je le faire librement si je n'ai pas de raison de le faire? Et si j'ai des raisons de le faire, je ne suis plus libre, puisque c'est à cause des raisons que je le fais. Donc c'est fini. Non mais c'est très... Réfléchissez-y, c'est très rigoureux. Si j'ai un critère objectif de choix, ce critère objectif de choix m'oblige. D'accord? Si je n'ai pas de critère objectif de choix, à la limite, j'ai plus le choix. Tout est arbitraire, si vous voulez. Voilà, c'est formulé théoriquement un vertige que nous vivons effectivement à travers, on va le voir, les infinies fausses possibilités. Elles ne sont pas infinies, les possibilités. Mais elles sont toujours présentées comme beaucoup plus nombreuses qu'elles ne sont vraiment. Et finalement, avec l'impossibilité qu'elles se hiérarchisent. Internet, d'ailleurs, est splendide là-dessus. Vous savez, je cite toujours cet exemple. Vous entriez autrefois dans une mercerie. Vous aviez le choix entre un produit et le même. Il n'y avait qu'une seule marque choisie par la personne qui estimait que cette marque était la meilleure, point barre. C'est tout. Faites confiance. À la personne qui tient le magasin, ce que vous attendez d'elle, c'est une expertise. Si vous lui faites confiance, eh bien, elle a choisi le truc meilleur pour vous et ça vous économise d'aller chercher ailleurs. Et vous n'imaginez pas que c'est parce que la personne, elle est dans une relation mafieuse avec le type qui dit le truc en question contre l'autre, comme peut-être que les médecins fonctionnent comme ça avec les laboratoires pharmaceutiques, mais vous voyez, c'est récent d'imaginer que derrière, il y a des gens qui viennent payer les gens pour les persuader, ou même d'ailleurs, ils sont persuadés que ce n'est pas le bon, mais ça va payer plus. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est que vous avez le choix. Alors vous avez le petit choix, ça s'appelle le petit commerce, vous avez le moyen choix, ça s'appelle la supérette, vous avez le plus grand moyen choix, ça s'appelle le supermarché, vous avez l'hyper grand choix, c'est l'hypermarché, et là vous commencez à perdre complètement la tête parce que la possibilité de choix. Et puis à la fin, vous avez l'hypermarché mondialisé, c'est Internet. Ce que vous voulez acheter, je ne sais pas trop quoi, moi, un écrou. Mais je ne vous imaginez pas sur Internet ce qu'on peut vous proposer comme écrou. Même Carrefour ne fera pas mieux. Même dans le même magasin, Auchan, Carrefour et je ne sais pas trop quoi, Castorama et Bricorama, ne vont pas vous proposer autant de choix. Parce que si vous pouvez même vous acheter un écrou qui n'est pas de bonne dimension parce qu'il est fabriqué à l'américaine. Parce que les Américains n'ont pas tout à fait les mêmes écrous que nous. Évidemment, c'est une manière de protéger un monopole. Et donc, voilà, vous pouvez vous éclater avec les écrous pendant 10 ans de votre vie. Juste les écrous, hein. Et là, on voit très clairement que comment dire ça, le fait que trop de choix tue le choix, ça veut dire aussi que trop de choix tue la liberté. Ou tout simplement, effectivement, ce n'est pas une vraie possibilité de choix. Donc on est devant ça. Alors, on sait bien que c'est fictif. Le fait qu'on ait 25 possibilités de carrière, c'est fictif. Parce que sur le terrain, ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas 25 possibilités de carrière qui nous conviennent profondément et sur lesquelles on est capable de durer plus de 2, 3, 4 ans. Et s'imaginer que devant, vous voyez, un catalogue de possibilités professionnelles, je vais choisir celle qui me plaît parmi tout ça, comme on le fait croire à des jeunes dans les trucs d'orientation, là. C'est pas très... Du coup, d'ailleurs, plus vous êtes généraliste, plus vous êtes angoissé. Un jeune qui a... Alors, pas les bacs pro dans les ambiances dans lesquelles on leur a expliqué qu'ils sont des ratés, mais qu'on va faire semblant qu'ils ne sont pas ratés en leur faisant passer un bac pro. Mais les endroits dans lesquels ils passent des vrais bacs pro, c'est avec une culture et une éducation et un accompagnement éducatif dans lequel c'est une noblesse, pas une tare. Ces gens-là, je suis désolé, sont beaucoup plus déterminés, beaucoup moins angoissés que les gamins qui ont passé un bac S et qui ont tellement de possibilités sous les yeux, qui se retrouvent même des fois en école de commerce, voire en école brillantissime comme Polytechnique, et qui sortent de là, ils sont dans une angoisse majeure tellement ils ont le choix. Des fois, d'ailleurs, ils ont le courage de s'apercevoir que leur vocation, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont fait là. Ils essaient d'aller, je ne sais pas trop quoi, fabriquer des cierges. Pourquoi pas? C'est très intéressant de visiter une ciergerie. Le marketing du cierge religieux, passionnant. Moi, j'ai passé 2 heures à écouter quelqu'un nous expliquer ça, c'était génial.
Donc, premier paradoxe qui nous fait dire oui, non, la liberté. Hein. Donc là, j'étais sur oui, la liberté, je dirais non, la liberté. Un, le vertige de la liberté. Deuxièmement, l'ambiguïté de beaucoup de nos libertés, c'est que c'est des libertés par négation. C'est-à-dire que je suis libre de dire non, je suis libre de refuser, j'ai le pouvoir de m'opposer, j'ai le pouvoir de ne pas obéir. Vous voyez, c'est cette espèce d'exaltation, ce qu'on pourrait appeler quand même la liberté adolescente, hein, qui est qu'en gros, on s'affirme par le fait qu'on peut envoyer promener tout le monde. C'est le bras d'honneur, si vous voulez. C'est de la liberté par bras d'honneur. C'est vrai que le pouvoir de dire non, c'est pas rien. Encore faut-il qu'on s'en serve à bon escient. Et le vrai pouvoir de dire non à bon escient, c'est quand il correspond à un oui beaucoup plus profond que le non qu'on prononce. Et donc, mais bizarrement, on se sent plus libre à refuser quelque chose qu'à le choisir parmi de multiples possibles. Et donc, cette liberté, comme je vous disais tout à l'heure, elle est très souvent par... nous la représentons comme le fait que voilà, la liberté, c'est se libérer des aliénations possibles, des influences possibles, des dépendances possibles, des obligations possibles, des contraintes que veulent m'imposer les autres. Mais à la fin, ça peut même donner une liberté un peu paranoïde. C'est qu'en gros, je veux tellement être libre que de toute façon, je ne veux plus faire confiance à personne. Parce que toute personne auquel je ferai confiance va m'influencer, donc potentiellement me rendra moins libre. Et c'est vrai que vous vous en rendez peut-être pas compte, sauf si vous êtes dans le métier, mais le monde du marketing et le monde de la publicité est un monde qui exalte la liberté par négation. Le produit dont on a le désir, c'est celui qui va me différencier des autres. Mais pas me différencier des autres parce que de manière discrète, délicate et finalement profondément personnelle, ça va me permettre d'avancer, mais qui va me différencier aux yeux des autres, donc en les néantisant évidemment. Qui va être mieux que les autres, qui va me rendre mieux que les autres, et qui va surtout d'ailleurs rendre les autres moins bien que moi. Parce que quand il y a beaucoup de gens moins bien que moi, je suis beaucoup mieux, évidemment. Quand il y a juste une personne qui est moins bien que moi. Parce que vous le valez bien, pas les autres. Toutes celles qui ont acheté le même produit que vous et qui sont 1 milliard. Vous le valez bien. On ne vous dit pas ce qu'on pense de celles qui ne le valent pas. Vous valez le coup qu'on s'occupe de vous. Vous. C'est les messages subliminaux fondamentaux du marketing tel qu'il se développe depuis 30 ans et qui est calculé là-dessus, qui est en fait la flatterie narcissique, qui fait que de toute façon, les autres ne sont rien et vous êtes la seule personne intéressante et c'est votre salut et votre liberté, votre bonheur et votre santé, votre beauté, votre rayonnement et votre pouvoir et votre capacité d'ailleurs à être au-dessus de tout le monde tellement que les autres ne sont rien que des adulateurs de votre ego, qui est finalement le ressort profond. Voilà, on voit bien dans le luxe, 98% des pubs de luxe, c'est ça. C'est tu vaux quelque chose parce que les autres sont rien. C'est la lumière et les ténèbres. Regardez bien comment elles sont construites visuellement, c'est plus visuel. Vous avez la lumière et les ténèbres. Un peu de ténèbres dans les lumières, ça rend la lumière encore plus existante d'ailleurs. Mais un truc en teinte pastel, légère, vous voyez, nuancé, sans différence, où tout le monde s'y retrouve, ça ne va pas du tout le faire dans le produit de luxe. Si en plus ça pouvait avoir l'air démocratique, populaire et accessible de manière financière, c'est fini, c'est plus du luxe. C'est pour Lidl ou... Le troisième élément qui nous fait évidemment plus profondément, enfin pas plus profondément, mais différemment douter de la liberté, c'est l'hyperconditionnement. Je vais citer l'exemple du big data. C'est que finalement, on entend bien qu'on est libre, mais c'est bizarre, on ne se le sent pas tellement libre. Vous savez, quand vous êtes vraiment libre de prendre votre 4x4 pour aller de votre bureau à votre maison et que vous vous retrouvez dans un embouteillage là-bas à la Bastille pendant 25 minutes, bizarrement, votre liberté a changé de camp. Vous êtes profondément libre. De vous en fiche complètement, mais vous avez du mal. L'embouteillage est un exemple que je trouve archétypique. Chacun est libre, mais bizarrement, ensemble, on se sent moins libre là. Dommage, parce que normalement, c'est l'union qui fait la force. Là, chacun se sent affaibli. Alors du coup, on crée un espace autistique avec de la musique, des machins, on parle aux gens au téléphone, on fait plein de trucs dans la voiture, ça s'appelle un espace d'ailleurs. Mais en fait, on admet qu'on est aliéné si on est lucide. Et il y a beaucoup de choses, si vous les prenez, administratives, législatives, technologiques, qui finalement créent plein d'aliénations auxquelles on finit par se résigner sans se l'avouer de front. Je ne sais pas, il faudrait faire la liste, vous voyez, on va faire des tests là-dessus. Le nombre de choses auxquelles vous acceptez d'être contraint,
par rapport à il y a 30 ans. Les endroits où vous avez la chance de ne plus être contraint. Faire la queue devant un guichet, par exemple. Mais la manière dont vous acceptez de répondre la même chose à une machine 6 fois de suite. Parce que juste au moment où vous appuyez sur Enter, ça a sauté. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes désolé, le service est momentanément interrompu. Et vous recommencez l'opération qui a duré 15 minutes. Et bizarrement, vous ne vous lassez absolument pas devant la machine, ce qui est assez agressif. De toute façon, ça ne sert à rien que vous vous lassiez, elle aura raison de vous. Et comme vous ne pourrez pas crier sur la machine comme vous criez sur la personne du guichet, et que si vous écrivez un mail, ça ne sera pas aussi satisfaisant que de crier sur la personne du guichet, à la fin, vous êtes vraiment humilié et vaincu. Voilà, ça s'appelle l'hyperconditionnement. Et je vous assure que quand on travaille de près, le nombre de petites violences multipliées, mais de violences, si vous voulez, mortelles, c'est-à-dire dans lesquelles c'est de toute façon, tu te soumets, tu n'as pas le choix, sont intéressantes à analyser. Ces micro-violences technologiques, administratives, qui fait que si vous je ne sais pas si vous avez lu le procès de Kafka, relisez le procès de Kafka. C'est une description prophétique du nombre d'aliénations absurdes auxquelles on est soumis quotidiennement et qu'on digère. Parce que tout ça, nous en sommes encore persuadés, à aujourd'hui, nous rend plus libres que ça ne nous aliène. Moi je dis, il faudrait faire des bilans psychiques, des bilans d'épanouissement, quoi. Alors évidemment, en plus, parce qu'à chaque fois c'est plus sophistiqué, on va dire, mais tu as raison, mais les gens astucieux s'en sortent. Donc on va t'aider à être plus astucieux avec ce système d'aliénation. Aujourd'hui d'ailleurs, la jeune génération fonctionne là-dessus. Parce qu'elle a compris que c'était manipulatoire, donc elle dit, mais oui, prends-le comme un jeu. Débrouille-toi pour manipuler le manipulateur. Sauf qu'à l'échelle d'un réseau planétaire technologique, je ne suis pas sûr qu'on puisse se dribbler le manipulateur. Voilà, et donc cet hyper-conditionnement finit par nous poser la question de savoir, ne faisons-nous pas semblant finalement d'être libres alors que nous savons que nous sommes en train de perdre notre liberté? C'est une vraie question pour moi. Comment l'identifier sans être parano non plus? Voilà. En faisant des vrais bilans sur ce qu'on a effectivement gagné en liberté. Il faudrait prendre des choses clés, les vacances, avoir des enfants, épouser quelqu'un, vous voyez, payer les impôts. Qu'est-ce qu'on a gagné et perdu en termes de liberté? Et puis, dernier élément, on le perçoit assez facilement, la liberté est un élément d'argumentation manipulatoire extrêmement utilisé 24 heures sur 24 partout. Le suprême piège, c'est de me persuader que je suis libre. Ou plus exactement, de me donner la responsabilité de mon aliénation en m'expliquant que je suis libre alors que je ne le suis pas. Vous savez, c'est la phrase de toute façon, bien sûr, tu as le choix. Tu as le choix. Puis tu t'assumes. Hein. Ça veut tout dire. Renvoyer les gens à leur liberté, ça peut être une manière de les détruire. Quand c'est précisément de les mettre au pied du mur et de ne pas les accompagner dans la difficulté de leur choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'une machine, vous savez, pour payer à la fin là, dans l'hypermarché, c'est vrai que ça va plus vite. Mais vous n'avez plus personne pour vous rattraper dans les bêtises que vous êtes en train de faire. Parce que la personne là au guichet, quand même, elle peut se poser une question quand vous êtes, je ne sais pas, si vous arrivez avec, 12 caisses de whisky, je ne sais pas, 70, n'importe quoi, enfin, vous avez une personne humaine quand même en face qui va peut-être se permettre de temps en temps de réagir en trouvant ça bizarre ou en posant une question. Là, vous savez, vous scannez votre truc, vous êtes parfaitement libre de faire absolument n'importe quoi, de ne plus y avoir personne qui vous renvoie à quoi que ce soit de sensé. Vous êtes à l'intérieur de votre autisme. C'est juste pour dire que là, on le sait très bien aussi, malheureusement, le développement de la consommation, le développement d'Internet, et même d'ailleurs le développement du libéralisme économique, repose sur l'entretien de l'illusion permanente de la liberté. 2008 est un moment splendide. On a continué à expliquer qu'on était libre au moment où on avait, enfin, vous savez, moi ça m'a fait penser à quelqu'un qui a déjà quitté la route depuis une vingtaine de secondes et qui continue à dire que les pneus adhèrent au sol, quoi. C'était à peu près ça 2008, parce qu'il est inutile de vous dire que quand on a suivi ça de près, on avait quitté la route depuis déjà 5 ou 6 ans. Vous voyez, simplement ce que ça s'appelle la prudence d'une compréhension de ce que c'est que le rapport entre l'économie financière et l'économie réelle. Il n'y avait pas besoin d'être d'ailleurs un grand économiste pour s'en apercevoir, il y avait des indices très très clairs. Aujourd'hui, on le reconnaît. Et bien qu'à l'échelle mondiale, on arrive à s'imaginer qu'on est libre et qu'au nom de la liberté, on se fabrique un mensonge collectif par lequel on s'aliène, vous voyez,
il fallait quand même le faire. Je ne sais pas si vous avez réfléchi là-dessus, sur le degré d'aliénation dans lequel on est à ce stade-là. Alors, du coup, où est le paradoxe? Le paradoxe, il est qu'on peut, c'est ce que fait le philosophe, distinguer deux choses, qu'on appelle la liberté de choix. Vous voyez, c'est celui que vous avez tous les jours quand vous entrez dans un magasin. Et la liberté qui vient de l'autodétermination de soi-même, qu'on appelle la liberté d'exercice. Je m'explique. On voit bien que pour choisir entre une pomme et une banane, ou entre une marque de yaourt et une autre, il n'y a besoin d'aucune vertu. J'ai besoin de rien. Même un animal peut finir par choisir, sauf l'âne de Buridan. Et donc, ça ne m'ennoblit en rien, strictement en rien. C'est jouissif, ça met en lumière mon ego, il y a réellement une liberté, mais l'exercice jouissif de cette liberté ne débouche pas sur une... Enfin, si je poussais même les choses jusqu'au bout, si je n'ai pas de la vertu, risque de m'aliéner à moi-même. Vous voyez, du coup, je suis addict de ce sentiment de pouvoir tout choisir moi-même. Et du coup, je choisis tout comme ça me plaît. C'est-à-dire que je n'agis plus qu'en fonction de ce qui me plaît. Et plus en fonction ni de l'objectivité de ce qui est bon ou néfaste pour moi, mais ça libre à vous, ni de l'objectivité minimum de ce qui est bon ou néfaste pour les autres. Parce que bizarrement, le jour où je ne sais plus ce qui est bon pour moi objectivement, je ne sais plus ce qui est bon pour les autres objectivement, à part l'interdit de la loi. Or, il y a plein de choses parfaitement catastrophiques pour vos voisins qui ne sont pas interdites par la loi. Et donc, vous voyez, cette liberté, pour le coup, c'est vieux comme les Grecs, hein, moi, ce que j'appelle la liberté de la détermination de soi, c'est-à-dire le poids de personnalité profonde que je mets dans l'acte que je pose. La manière dont ma personne est engagée dans ce qu'elle fait. La manière dont ma personne va grandir par l'acte qu'elle est en train de poser. La manière dont je vais me surpasser, ou vous voyez, m'actuer, pour parler philosophiquement, m'ennoblir moi-même. Vous sortez d'un hypermarché, vous ne vous êtes ennobli en rien. Vous faites la face nord des Grandes Jorasses en hiver, vous vous êtes surpassé vous-même. Oh, voilà, ça ne vous a pas nécessairement ennobli moralement sur la capacité d'aimer autrui, mais vous vous êtes autodéterminé. Et vous ne vous êtes pas contenté d'agir, parce que là, pour le coup, votre ego narcissique ne vous suffira pas à faire voilà, Grande Jorasses en hivernal. Et donc, c'est très impressionnant de voir que la liberté de choix, du coup, elle repose sur quoi? C'est tout ce qu'a développé notre monde moderne. C'est les possibles. Quand on veut avoir la jouissance du choix, on veut avoir tous les possibles. Et on a le sentiment dans le choix d'une jouissance d'autant plus grande que le choix des possibles est nombreux. Même si d'ailleurs, on vous explique que scientifiquement, ce n'est pas vrai, parce que sans vous en rendre compte, vous avez diminué le champ des possibles des 2/3 ou des 9/10, et que même dans les 9/10, vous êtes complètement prédéterminé à en choisir un ou deux. Oui. Mais ce n'est pas grave. La mise en scène de la possibilité d'un choix infini me procure une jouissance voilà, inversement proportionnelle à ma liberté effective. Ce qui pose quand même des grandes questions. Plus on me met en scène la possibilité infinie des choix, plus en fait je suis en train de perdre la liberté de choisir. Parce que je me noie dans les possibles. Je n'existe plus que comme un surfeur ou un zappeur des possibles. Qui aussi d'ailleurs entre la frustration complète d'avoir le sentiment que ce n'est pas du tout ça qu'il lui fallait, et l'auto-affirmation qu'en fait c'est vraiment ça qu'il lui fallait pour essayer de se justifier qu'il a fait le bon choix. Vous voyez, puis à un moment donné, donc du coup, à la fin, je vais essayer de choisir le maximum de choses dans le minimum de temps, mais les unes après les autres, comme ça, à chaque fois j'ai l'impression que c'est le bon truc. Vous voyez. Ça s'appelle le zapping. Le zapping, c'est une addiction qui n'est pas seulement devant un écran. Hein. C'est une addiction, c'est devenu l'addiction de la liberté. C'est devenu la fausse liberté, au sens profond du terme. Alors, ceci dit, soyons clairs aussi, hein, la liberté de choix, elle est une liberté de choix qui m'ennoblit sur le plan profond quand elle devient une liberté effective de moyens. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant moins tu as le choix, plus tu es libre. Non, mais la difficulté, c'est de passer de la multiplicité des possibles à ceux qui sont de vrais moyens.
Et les vrais moyens, c'est ceux qui sont des moyens proportionnés à moi. Et proportionnés à ce que je suis. Donc à ce qui est un peu bon pour moi. Vous êtes libre de vous acheter des chaussures de ski beaucoup trop petites pour y mettre vos pieds dedans. Vous êtes libre. Non, mais je dis ça, vous savez, au moment des mariages, vous avez des gens qui ont des tenues qui ne sont pas proportionnées à leur âge. Ils ont des chaussures trop petites. Hein. Mais on leur a fait croire que ça faisait partie des possibles quand à 60 ans d'en avoir l'air d'en avoir 25. Tout ce qu'il faut avoir payé des amis qui vous le font croire pendant le mariage. Non mais je dis ça parce que c'est partout. On fait plein de choix absurdes qui sont complètement surdimensionnés ou sous-dimensionnés par rapport à ce qu'on est. Y compris dans les métiers. Vous avez des gens qui, parce qu'ils ont un diplôme de telle grande école, ne choisiront jamais des métiers reconnus comme à un niveau moindre. Et toute leur vie seront malheureux à exercer un métier dans lequel ils sont, parce qu'ils étaient surperformants pour les études, mais ça n'a rien qu'un métier, les études. C'est le syndrome du bon élève génial qui est complètement perdu dès qu'il est plus coaché pour être un bon élève. Vous avez des gens qui sont malheureux toute leur vie. Plus le fait qu'ils rendent malheureux ceux dont ils prennent la place d'ailleurs, qui eux avaient moins de diplômes et qui auraient été excellents à ce poste-là. Voilà, donc c'est ça la maladie des possibles, c'est de confondre les possibles et les moyens. Tous les possibles ne sont pas des bons moyens. Et finalement, les bons moyens, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Mais voilà, vous avez compris que notre mode d'organisation socio-économique a depuis longtemps bifurqué vers les possibles versus, en se contrefichant de savoir si c'était adapté aux personnes. Par contre, en travaillant en permanence devant l'angoisse que les personnes ont des moyens, de les guider après. Parce qu'une fois que vous avez créé l'angoisse de trop de moyens, vous allez essayer de rassurer les gens pour les aider à choisir dans les moyens que vous leur proposez. Vous vendez d'ailleurs aussi ce service. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'à la fin, vous allez pouvoir vraiment les guider pour qu'ils achètent exactement ce que vous voulez. Je suis très sérieux. Pourquoi est-ce que vous croyez le génie d'un hypermarché, si vous travaillez en flux tendu, et si vous de gaspiller le moins possible, c'est de réussir précisément à vous perdre suffisamment pour qu'après ça, vous soyez parfaitement guidable. Et donc tout repose évidemment sur la qualité de mobilisation de la personne dans les choix qu'elle est en train d'opérer. Et pour ça précisément, la liberté la plus profonde, elle n'est pas celle qui s'exerce directement sur le choix entre deux choses, mais celle qui s'exerce dans le rapport à soi-même. Moi j'aime bien formuler ça en disant, mais ma liberté la plus fondamentale et celle qui structure tous les autres, c'est de consentir à ce qu'on est. Très difficile ça, et on en a pour toute une vie. Mais tant que je n'accepte pas ce que je suis, je ne peux même pas partir d'une base qui me permet de choisir. Or, bizarrement, c'est une chose qui est très difficile. Elle est simple, hein. Okay, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait passer des diplômes. Accepter ce qu'on est. D'ailleurs, vous avez déjà des gens qui acceptent d'autant mieux ce qu'ils n'ont pas trop réfléchi. Ils sont dans un rapport simple à eux-mêmes. La capacité de réflexivité peut compliquer considérablement l'acceptation de soi. Donc ce n'est pas toujours en faisant réfléchir les gens qu'on les aide à s'accepter eux-mêmes, c'est des fois en les faisant agir de manière qu'ils soient bien dans leur pompe. Et du coup, ils sont heureux d'être. Il ne fallait pas la peine de leur saouler la tête avec des choses qui ne font que les compliquer de manière inutile. Et donc, vous voyez, comment dire ça, du coup, cette liberté d'autodétermination de soi-même, qui commence par le consentement à soi, n'est pas facilitée par le monde dans lequel je suis. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a une augmentation objective des moyens, même si une augmentation maladive des possibles. Et de l'autre côté, il y a une diminution de la marge de manœuvre. C'est-à-dire que comme je suis contraint à choisir tout le temps pour me choisir moi-même n'existe plus. Je n'existe qu'à travers le choix des possibles et des objets ou des éléments matériels de mon existence. Je n'ai plus le temps de profiter d'être. Mais le problème, c'est que si j'ai plus le temps de profiter de ce qu'est l'autre. Noël. Quel est le temps, l'énergie qui va être consacrée à prendre le temps d'être là et d'être heureux d'être ensemble là? Alors, on dit, précisément, le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'être là ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se noie dans autre chose. Je vous l'accorde. Normalement, ça ne sert à rien de fuir l'élément familial, même si c'est un moment douloureux, parce que ça rappelle toutes les grandeurs de la famille et toutes ses failles. Donc c'est un moment, et comme en plus il n'y a plus le salut parce qu'il n'y a plus Jésus-Christ, il n'y a plus de crèche, donc du coup il y a beaucoup la douleur qui prend le dessus sur la joie, et donc on ne sait plus très bien. Donc c'est de choisir la partie de la famille avec qui on a à se retrouver, donc on fait ça sur 3-4 jours, vous voyez, pour qu'on fait une partie, enfin on ne sait pas mélanger les gens qui vont créer, qui fait que c'est douloureux, quoi.
on va inviter la grand-mère, la grande-tante, le beau-père, le père, enfin, vous voyez, il faut faire 4, 5. Autrefois, c'était 2 familles, là, des fois, c'est 5, 6. C'est plus compliqué. Et puis, comme le pardon ou le dépassement de tout ça par quelque chose qui est un mystère familial qui n'est plus dans l'horizon, mais c'est typique. Le temps consacré à être soi n'est pas promu par la pub, hein, là. C'est plutôt le temps, les moyens pour oublier qu'on est soi. Et donc, mais c'est tout bête parce que ça joue aussi sur l'autre. Si je ne prends pas le temps d'être moi, finalement, je suis agressé si l'autre est lui-même. Donc, il faut que chacun ne vive plus que par les logiques de choix qu'on a les uns sur les autres. Donc, on n'est plus que dans une espèce de grande foire de la manipulation réciproque en s'imaginant que tout ça est dans la liberté. Voilà. Et donc, la vraie question, elle est comment construire moi, ce que j'appellerais un nouvel usage de la liberté. Comment élaborer un nouvel usage de la liberté à l'intérieur de cette idéologie de la liberté dans laquelle nous sommes et à l'égard de cette erreur ou ce mensonge stratégique dans lequel est notre culture occidentale qui nous fait croire que la multiplication des possibles, c'est la multiplication des moyens et que la multiplication des moyens, c'est la multiplication de la liberté. Ce qui est évidemment, encore une fois, profondément faux. Puisque la liberté, elle augmente avec mon autonomie profonde à l'égard de mes propres moyens. Vous voyez bien. Plus j'attends des moyens, ce que seul je dois attendre de moi-même, et plus je me perds. D'accord ? C'est pas la sécurité sociale, c'est d'ailleurs même pour votre curé, c'est pas ce que vous allez manger à Noël, c'est pas ça qui va vous sauver, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. C'est ni la voiture, ni voilà, c'est rien de ça. Le commencement du bonheur, encore une fois, c'est déjà de se supporter soi-même à défaut de s'aimer. Et vous voyez bien que l'ensemble de notre monde, là-dessus, a tendance à nous faire croire. Voilà. Et alors, en plus, quand les possibles se virtualisent, ils sont déployables à l'infini et ils sont accessibles de manière immédiate, virtuellement immédiate. Donc, on va le dire autrement. Les possibilités d'échapper de manière faussement libre au face-à-face avec ma liberté réelle, qui est par rapport à moi-même, sont de plus en plus grandes. Vous voyez, j'ai des possibilités de désertion, de la confrontation à moi-même, qui sont d'autant plus grandes, alors que c'est là que se joue la liberté. Du coup, si on essaie d'analyser le travail qu'il va y avoir à opérer, en essayant de repérer quels sont les lieux de combat pour la liberté de base et qu'on a à mener aujourd'hui, vous l'avez compris, avec certains moyens qui nous y aident mieux qu'hier, mais d'autres moyens qui, au contraire, nous le rendent plus compliqué qu'hier. D'abord, là encore, je ne veux rien inventer, la philosophie et les sagesses d'ailleurs spirituelles disent la même chose. Le premier obstacle à la liberté, au sens le plus important, c'est l'image de soi. Plus je me trompe sur moi-même, moins je suis libre. Tout bête. Parce que je ne suis pas dans le réel. Le mensonge me met ailleurs que dans la réalité, c'est propre du mensonge. Donc toute erreur, l'erreur non plus, l'erreur m'empêche d'être là. Or, la liberté, c'est vraiment, comment dire ça, la possibilité qu'il y a dans l'homme de dépasser sans cesse ses conditions d'existence pour être de plus en plus lui-même. D'être de moins en moins enfermé dans ses conditions d'existence, d'utiliser ces conditions d'existence pour être de plus en plus lui-même et d'aider les autres à l'être. C'est les deux, parce qu'on n'est pas seulement libre par rapport à soi, on est libre en s'aidant à se libérer les uns les autres. Donc, en utilisant les conditions d'existence, voire difficiles, voire les plus difficiles, pour pouvoir être de plus en plus heureux au sens de tendre vers le plaisir d'être soi et le plaisir de l'autre. La joie, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très difficile de définir le bonheur dans ce qui est le plus profond. La joie d'être 2 fois soi-même grâce à l'autre. 2 fois plus soi-même parce qu'on est aimé et qu'on aime l'autre. 3 fois ou 10 fois plus soi-même parce qu'on partage dans l'espace communautaire la joie que chacun a d'être lui-même. On revient parce que ça arrive que dans la famille ou dans un groupe d'amis, par moments, on vit des moments un peu comme ça. Où chacun est heureux d'être lui et où il l'est aussi grâce aux autres. Et donc on voit bien que le premier obstacle, pour analyser par rapport au monde dans lequel on est, c'est pas d'aujourd'hui, mais ce combat se renouvelle parce que les possibilités d'en sortir augmentent, mais les possibilités de s'enfermer dedans augmentent aussi, c'est l'image de soi. Aujourd'hui, on a une connaissance psychologique, on a accès à une compréhension et une connaissance psychologique ou philosophique plus fine
de la différence entre l'image de soi et soi. Là encore, vous pouvez parler à quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 4 pour comprendre que c'est une chose, les images qu'on a de soi-même, et puis c'est autre chose qu'on est profondément. Les thérapies ne sont pas réservées au bac plus 4. Alors, une thérapie, ça a pour but de vous montrer que vous êtes enfermé dans des fausses idées de vous-même. Par contre, vous comprenez qu'on est dans un monde qui nous génère des idées de nous-mêmes, des images de nous-mêmes, vous voyez, et des images complètement plombées ou des images complètement délirantes dans les deux sens. Et donc, je suis très frappé de voir que le premier travail, c'est de créer des espaces, enfin de choisir des personnes, des événements, des moments, des lieux aussi, qui nous permettent vraiment de ne pas s'enfuir dans des fausses images. On va dire des lieux d'authenticité, des lieux, mais liés à des personnes et à des moments. L'authenticité ou la recherche d'une juste compréhension de soi et d'autrui est une condition sine qua non de la liberté, c'est tout simple. Mais elle réclame d'être cultivée avec d'autant plus de détermination qu'on est dans un monde qui passe son temps à nous raconter des choses sur nous-mêmes qui n'ont rien à voir avec le réel. Ou à nous faire sortir de nos vies au lieu de nous aider à y être. Donc tout ce qui nous ramène le plus véritablement et le plus posément, même si ça peut être douloureux par moment, à ce que nous sommes, nous y aide. Et ça, c'est un de mes grands thèmes, mais ce n'est pas que le mien, c'est aussi celui de Lévinas, de Ricoeur, de l'Évangile, c'est que c'est la relation, c'est l'autre qui m'aide à ça. C'est que dans un monde dans lequel on ne peut pas s'empêcher que certaines images de nous-mêmes nous collent à la peau parce qu'on n'est pas hermétique, on est influençable malgré tout par cette culture qui est d'ailleurs pratiquée en permanence pour nous influencer, ben c'est souvent le regard d'une ou deux personnes dont on perçoit bien qu'eux ne sont pas enfermés ni dans l'image qu'ils ont de nous, parce qu'ils en ont de moins en moins l'image de nous, mais ni dans l'image qu'on voudrait nous générer. Moi j'ai de temps en temps qui savent qu'on est beaucoup mieux que ce qu'on imagine, mais qu'on est bien plus pire que ce qu'on rêve. Enfin, vous voyez, je peux comment dire ça. Parce qu'on est capable de cultiver simultanément la mégalomanie et l'autodestruction. On est à la fois une ordure et un génie. Or, on n'est ni l'un ni l'autre. On est beaucoup mieux que ça. Mais c'est ni génial ni nul. C'est d'être, c'est autre chose que les catégories du génial et du nul. La deuxième chose, qui est d'un tout autre ordre, mais qui est aussi très importante, c'est la peur. Et je me dis que le monde dans lequel on est augmente nos peurs comment? En augmentant les interdépendances. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par la peur, là? Même dans notre pays. Attendez, votre vie n'est pas menacée tous les soirs par des bombes, la diphtérie, d'accord, attraper la lèpre, enfin, je sais pas quoi, voilà. Comment ça se fait que, de manière donc imaginaire, c'est en clair, hein, le taux de peur est totalement disproportionné par rapport à la menace effective? À cause des interdépendances. Parce que plus on est interdépendant, plus imaginativement, une de ces interdépendances peut m'être fatale dans la seconde qui suit. Vous voyez, je peux comprendre ça? Vous dépendez de 2-3 choses, elles sont under control. Tant que ces 2-3 choses sont calmes, je ne risque rien. Allez, vous avez un ennemi réel et un ennemi potentiel. Si vous avez un œil sur lui, ça fait que 2. Mais si vous avez potentiellement, à côté de vos 200 amis, 6000 ennemis potentiels. Parce qu'évidemment, derrière chaque ami se cache 2 ou 3 ennemis potentiels. Et là, du coup, vous êtes tout le temps menacé. Les espaces sécurisés, vous savez, votre carte vous explique que c'est sécurisé. Tu parles, on sait très bien que ce n'est pas sécurisé. Parce que n'importe quel codage de truc peut être décodé et que de toute façon, entre les hackers et les codeurs, ils se poursuivent. L'un finit par dominer l'autre. Et donc, la problématique de notre monde, c'est ça, c'est de nous aider, c'est de développer tellement les interdépendances qui sont censées nous rendre solidaires positivement les uns les autres, eh bien, en fait, on voit que ces interdépendances, elles sont réversibles. Ce qui montre aussi que, précisément, la liberté consiste à choisir les indépendances structurantes et à identifier les interdépendances déstructurantes. Celui qui vous vend de la cocaïne, c'est une interdépendance déstructurante. Celui qui vous donne, je ne sais pas trop quoi, des conseils pour que votre vie conjugale soit plus épanouie, et ça marche, c'est une interdépendance structurante. Or, ce n'est pas facile. Vous voyez, la liberté passe par le fait d'identifier quelles sont les dépendances sans lesquelles je ne serais pas libre. D'accord? Parce que, moi j'ai toujours cette image, se libérer, c'est aussi se hisser hors de soi-même. Il faut bien avoir un point d'appui.
En montagne, il faut pouvoir se hisser, et tout le monde n'arrive pas à se hisser sur 2 petits doigts. Ça, c'est les seins. Mais il faut avoir plus souvent. Et des fois, il faut savoir par qui on se laisse porter aussi. Et puis le troisième élément qui est aussi très important dans le chemin, là encore, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais les conditions dans lesquelles nous le vivons sont nouvelles, c'est la culpabilité. C'est-à-dire l'exercice de la responsabilité. Et aujourd'hui, on l'a travaillé, on le retravaillera, parce que c'est un thème qu'il faut travailler en permanence, la culpabilité. Hein. Mais là aussi, la liberté est difficile quand je n'ai pas identifié clairement quelles sont les choses dont je suis responsable et ce dont je ne suis pas responsable. Alors, on me dirait, mais c'est très difficile de délimiter ça, c'est vrai. Beaucoup plus, je pense, qu'il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, on aurait demandé à quelqu'un du même âge que nous, à peu près dans le même type de fonction, quelle est ta part de responsabilité? Je pense que ça ne leur aurait pas pris beaucoup de temps. Faites une cartographie de vos responsabilités, celles que vous imaginez être. Vous allez avoir le vertige. D'accord? Si vous prenez les responsabilités familiales, professionnelles, associatives, politiques, environnementales, planétaires, quoi. Parce qu'évidemment, chaque fois que vous mettez un truc dans la mauvaise poubelle, vous faites fondre la couche d'ozone, enfin fondre la banquise, quoi. J'exagère, hein, vous voyez? Ou chaque fois que vous prenez l'avion, ou chaque fois que vous prenez votre voiture. C'est pas faux en plus. C'est pas simplement parce que je prends ma voiture, mais c'est parce que j'ai choisi d'être dans un monde dans lequel non seulement c'est pas la voiture, mais que le niveau de vie qu'on a choisi d'avoir est de toute façon quelque chose qui esquinte la planète. Voilà, donc c'est pas. Là encore, l'hyper-sophistication de ce monde nous rend la lecture de la responsabilité plus compliquée. La lecture de la responsabilité plus compliquée augmente la culpabilité potentielle permanente et rend la liberté difficile. Parce que l'être libre, c'est aussi quelqu'un qui assume ses actes. Si j'arrive même pas à savoir quelles sont les conséquences de mes actes, j'arrive même pas à les assumer. Du coup, ça peut m'arranger d'ailleurs d'être responsable de rien du tout, mais je suis pas mieux libre. Enfin, je suis pas plus libre. Alors, du coup, ce chemin, c'est comment est-ce qu'on identifie? Je pense qu'il faut commencer par identifier les lieux de liberté, structurants et fondamentaux. C'est-à-dire ceux qui me permettent d'être plus moi-même. Et je suis plus moi-même quand je suis à la fois plus centré, plus relatif aux autres, capable de les aider à être eux-mêmes et capable de les laisser m'aider à être moi-même. Sous ce rapport, d'ailleurs, vous avez des enfants qui sont plus libres que des adultes. Vous avez des enfants en croissance qui savent extraordinairement se servir intelligemment des autres et d'ailleurs laisser les autres se servir d'eux-mêmes. Vous avez des phases comme ça très belles qui peuvent durer 3, 4, 10 ans. Alors que les adultes peuvent être extrêmement compliqués dans leur... Bon, malheureusement, on finit tous par devenir adultes, heureusement. Et donc, les 2 lieux fondamentaux, qui me semblent, philosophiquement, c'est d'abord le métier. Le métier est un lieu d'excellence fondamentale de la liberté. Être capable d'avoir une maîtrise d'un certain nombre de processus, d'arriver à réaliser quelque chose par soi-même, même si c'est aussi avec d'autres, d'avoir conscience qu'on est capable de le réaliser, d'être capable de le réaliser, d'être capable d'optimiser sa réalisation, c'est un lieu extraordinaire de liberté. Précisément, je domine la matière. Je domine les conditions d'existence. Je ne suis pas seulement un animal. Je suis capable de transformer le monde. C'est bête. C'est Marx qui dit ça, sauf que lui il dit qu'il faut que l'homme s'arrache à la nature par le travail. Il n'a pas besoin de s'arracher à la nature par le travail. Mais l'homme affirme sa liberté en étant capable de dominer intelligemment et respectueusement la nature pour en faire quelque chose de plus utile à l'homme que la nature brute. Et tout métier regardé comme une transformation de l'univers dans lequel nous vivons en vue d'une amélioration des conditions humaines d'existence est quelque chose dans lequel j'éprouve ma liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions d'exercice du métier qui peuvent être aliénantes. La compétitivité économique, l'ambiance pourrie de la boîte dans laquelle je bosse, je ne sais pas comment dire ça, les changements des lois fiscales, tout ce que vous voudrez. Il y a plein après ça, les conditions d'exercice du métier peuvent être très très compliquées. Mais le métier comme tel, c'est pour ça qu'il faut se battre, même dans des conditions économiques difficiles, pour que les gens puissent exercer un métier. C'est plus important socialement, parce que c'est plus important anthropologiquement,
que d'être économiquement compétitif. Vous voyez, parce que là, vous travaillez sur le long terme, sur le durable, sur le développement durable. Mais de rendre les gens économiquement compétitifs en les aliénant à la pratique d'un métier, c'est-à-dire quelque chose qui a un tout petit peu de noblesse, voilà, en les motivant uniquement par de l'argent ou par de l'obéissance au processus, c'est tout bêtement se pirater un peuple entier ou un pays entier sur le durable. Et le deuxième élément, c'est la relation à l'autre. C'est vrai qu'une relation durable dans laquelle entre guillemets, on s'épaule dans le devenir soi-même, c'est l'amitié, hein, qu'elle soit dans le couple ou en dehors du couple, hein, mais une alliance humaine durable, c'est quand même un lieu extraordinaire de liberté, plus profond encore que le métier. Le métier, c'est d'identifier que je peux, qu'il y a en moi un germe de liberté, mais le vrai lieu où on émerge, c'est quand on commence à être capable, je vous dis, de se mettre à disposition d'autrui d'une manière qui nous rend heureux et qui rend l'autre aussi heureux. C'est ça aimer finalement. Alors le premier est praticable de manière rigoureuse et presque toujours épanouissante. Hein. Quand vous avez vraiment des hommes de métier, ils arrivent presque à tracer leur chemin à travers tout tant que les conditions économiques ne sont pas abominables. La relation à l'autre, c'est toujours risqué. C'est beaucoup plus un chemin de crête permanent. Qui pourrait dire, si au bout d'un certain nombre d'années, la relation est telle qu'elle est définitivement structurante, presque au-delà de la mort d'ailleurs. Et voilà, ça met du temps avant et on ne franchit pas ce seuil avec toutes les relations. Donc ça, c'est les lieux de liberté radicaux. Ça veut dire aussi que le politique n'est qu'un lieu secondaire de liberté. Je ne parle même pas de l'économique. D'accord ? Vous pourrez réfléchir là-dessus. L'économie n'est pas le lieu de la liberté, puisqu'elle est les lieux d'organisation des mécanismes. Par contre, l'organisation de ces mécanismes peut favoriser ou défavoriser la liberté. Aujourd'hui, je ne pense pas trop qu'elle la favorise, mais elle l'utilise, ce qui n'est pas la favoriser. Le libéralisme moderne économique tel que nous l'avons inventé utilise la liberté mais ne la favorise pas. Deuxièmement, il faut, après l'avoir identifié, ces lieux fondamentaux, identifier les différents niveaux de liberté qu'il y a en nous. Alors, dans quel sens ils s'exercent? Ces 4 niveaux, c'est quoi? C'est le rapport à soi. Enfin, c'est, on va dire, le plus élémentaire. Le plus élémentaire, c'est les conditions d'existence matérielle. C'est de ne pas être dans l'esclavage, oui, ne pas être esclave des objets, des logiques technologiques et des logiques sociologiques. De ne pas être simplement le jouet des mécanismes. C'est simple à dire, c'est plus difficile aujourd'hui à faire qu'hier. Ensuite, le niveau supérieur, deuxième niveau, d'exercice de la liberté, mais qui s'adosse à ce premier, c'est, je disais tout à l'heure, de choisir mes interdépendances, aussi bien au niveau des relations avec les personnes que mes alliances collectives. C'est-à-dire qu'en gros, être capable de miser sur un groupe humain qui va m'aider à m'ennoblir. Enfin, vous voyez, qui va être exigeant du côté de la liberté. Qui va pas me libérer, mais qui va m'amener à être libre, qui va réclamer de moi la liberté. Et la solidarité dans la liberté. Et donc là, il y a quelque chose d'un travail plus difficile, hein, qui est de se libérer du politique, c'est pas facile, c'est se libérer du collectif. Comprenez bien, c'est se libérer ce qu'il peut y avoir d'aliénant dans une famille, dans une tribu, dans une région, dans un parti politique, dans une association, dans une organisation religieuse, enfin partout il y a des éléments aliénants dans les logiques collectives. Qui est la logique du mouton, enfin vous voyez, qui est la logique de la soumission, tout simplement des logiques dans lesquelles on veut manipuler le groupe pour son intérêt individuel, au lieu de découvrir en quoi est-ce qu'il y a quelque chose du bien de tous qui fait partie de mon bien à moi. Voilà, ça c'est un deuxième niveau. Je dirais dans l'auto-éducation de nous-mêmes, si je ne suis pas libre des objets, un minimum, des technologies et des logiques collectives, je ne serai jamais libre dans la relation à l'autre et dans la relation au groupe. Et puis, il y a progressivement aussi, de manière encore plus profonde, une liberté, je vous disais, dans la connaissance de soi. C'est-à-dire être de moins en moins enfermé dans les limites de la connaissance de moi-même, d'être de plus en plus dans ce que nous sommes, plus que dans ce que nous pensons être. Ça, c'est long. Et là aussi bien d'ailleurs dans les sagesses indiennes que dans
philosophie occidentale, on a voilà, dans les traditions spirituelles, un grand chemin qui fait que finalement, la connaissance de soi, c'est l'inverse du nombrilisme. C'est voilà, de vivre ce qu'on est, de vivre en unité intérieure avec soi-même. Et puis, le dernier, pas stade, mais le dernier niveau de la liberté, c'est pas simplement dans la connaissance de soi, c'est dans l'engagement de soi. Parce qu'on peut avoir une connaissance juste de soi-même. C'est autre chose que de rester soi-même ou d'être de plus en plus soi-même, quelles soient les conditions de ce qu'on vit. D'accord ? On sait bien. Dans les camps, certains sont restés humains, d'autres ne le sont pas restés. Certains ont grandi en humanité, d'autres n'ont pas grandi en humanité. Dans des situations de deuil, dans des situations de trahison, dans des situations de pression externe, voilà, on sait bien que il y a des moments où l'exercice de la liberté, elle est à la limite de l'impossible. Du coup, la clé, vous l'avez compris, ce sont les alliances et les dispositifs qui favorisent la liberté. Donc dans cette quatrième partie sur comment construire un nouvel usage de la liberté, il faut l'identifier, cette liberté, deux, identifier les niveaux de liberté, troisièmement, voir quelles sont les alliances et les dispositifs qui favorisent la liberté. Alors les alliances, je vous l'avais dit, il y a d'abord celle de l'amitié, qui est très radicale, parce que c'est un engagement à la fois à préserver la liberté de ceux qui sont nos amis, mais aussi de réclamer d'eux la liberté. Parce qu'on a besoin de leur liberté pour le devenir soi-même, c'est ça. Ensuite, il y a un niveau moindre que l'amitié, mais qui joue aussi beaucoup, c'est précisément rechercher la vérité, c'est-à-dire être moins dans les images, dans les projections, dans les opinions superficielles et être plus dans la vérité des choses. Être dans la réalité, apprendre à être dans les choses telles qu'elles sont, c'est un chemin extraordinaire, ça s'appelle la recherche de la vérité, un chemin extraordinaire pour aller vers la liberté, qui fait partie de l'amitié, mais que je peux pratiquer au-delà de l'amitié, avec d'autres. C'est vrai, dans certains cas, la recherche de solutions humaines dans des situations de crise peut être un moment d'extraordinaire travail au service de la liberté. Puis en même temps que ça, il y a le développement de responsabilités collectives, c'est accepter qu'on a besoin les uns des autres pour rester libre. Qu'en gros, on n'est pas libre sans être solidaire dans cette recherche et dans cette... parce que notre fragilité fait que seul, on finira toujours par être aliéné, ne serait-ce que par notre ego. Alors ensuite, ça c'était du côté des alliances, du côté des dispositifs, d'abord il y a le fait de tout ce qui me permet de poser un jugement critique, mais positif. Vous voyez, nous sommes habitués, surtout les Français, à la critique négative. La critique positive, c'est de montrer que tout ne se vaut pas. D'apprendre, vous voyez, on pourrait appeler ça le discernement qualitatif. La liberté, elle réclame sans cesse que je sois capable de hiérarchiser les urgences, de hiérarchiser les éléments qualitatifs, et d'acquérir un discernement critique, dans lequel le relativisme de toute chose est banni, parce que c'est pas vrai que tout se vaut. Vous voyez, j'allais presque dire, il n'y a pas de liberté si je ne redécouvre pas le relief des choses. Le tout est équivalent, le tout est interchangeable, le tout se vaut, finit par me désespérer de la possibilité d'une quelconque action proprement personnelle. Ensuite, c'est tout ce qui peut permettre de comprendre comment est-ce qu'il y a des, y compris dans le monde dans lequel nous sommes, il y a sans cesse des alternatives. En gros, c'est la lutte, c'est tous les dispositifs qui m'aident à lutter contre la résignation devant le système. Goliath fait peur. Et le risque est de retourner se coucher sous sa couette en disant c'est trop difficile. Or, c'est presque apprendre à se battre, quoi. La liberté, c'est un combat. Et ça ne sert à rien de s'attaquer à un truc où je vais être au tapis en 15 secondes. Prétendre être libre dans l'usage d'Internet, par exemple, pour moi, c'est totalement ridicule. C'est déjà pas mal si vous arrivez à être libre dans l'usage de l'alcool, de la manière dont vous achetez vos vêtements ou dans ce que vous allez dépenser à Noël. Être libre de nos humeurs, de nos états affectifs ou de nos réflexes émotifs, c'est beaucoup plus long
que d'être libre, je ne sais pas trop quoi, des influences flatteuses, de l'appât du gain et du pouvoir primaire. Enfin, oui. L'autre chose, c'est aussi de voir que la liberté, c'est à la fois des choses très légères et des choses très graves. En gros, il y a des choses, je me fais piéger, mais ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est de ne pas tout prendre au sérieux, parce que sinon vous n'entrez plus dans un hypermarché. Vous voyez. Après tout ce que je vous ai dit, l'angoisse est grave là. Vous allez à Noël, vous n'allez pas oser acheter quoi que ce soit, enfin, tout va devenir vraiment grave, quoi, parce que ma liberté est absolument en jeu dans chacun de mes actes. Et d'ailleurs, vous allez du coup être vraiment très malade, et ce serait dommage que vous mouriez d'inquiétude et de ne pas être libre. Ce n'est pas le but. Et donc, comment vous dire, c'est pas facile dans nos vies, parce que c'est variable hein, de saisir, où est-ce que c'est vraiment un combat central sur lequel je ne lâcherai pas, même si j'ai un mal fou à être libre. Moi, dans ma vie, je vois bien que cet espace-là, c'est un espace clé, qui peut être beaucoup, beaucoup moins pour le voisin. Parce qu'on ne peut pas on sera jamais libre de tout. Puis, de toute façon, il y a des choses dans lesquelles on ne nous demande pas notre avis, on nous piège sans même qu'on s'en aperçoive. Enfin, oui. Et donc, j'allais presque dire, comment apprendre à vivre de la non-liberté? Comment apprendre à faire quelque chose de ce qui nous entrave réellement? Comment faire quelque chose des endroits où on n'y arrivera pas? On n'en a pas la possibilité aussi. Comment faire avec ça? Comment faire avec la part d'aliénation, d'emprisonnement, la part d'angoisse, la part qui ne se libérera pas? Il ne faut pas rêver. Avec la vieillesse, il y a des choses qui vont être de moins en moins libres. Hein. Comment continuer à grandir en liberté intérieure sur l'essentiel de mon être? Vous voyez, quand même mon être, dirait saint Paul, à l'extérieur, va dans perd sa liberté. Comment grandir en liberté dans la grande vieillesse? C'est une très belle question, je trouve. C'est un grand défi pour moi d'un espace, on appelle ça des maisons de retraite, si on le prenait au bon sens du terme, la retraite spirituelle serait génial. Un moment dans lequel qui sont des espaces d'apprentissage de la liberté intérieure. C'est ça que ça devrait être. Et la société devrait s'offrir le luxe, non pas de fabriquer des cages dorées dans lesquelles parce qu'on ne veut pas d'ennui avec les vieux, mais au contraire de créer je sais pas comment dire ça, des possibilités de parcours d'existence qui tout simplement, et ça ne coûte pas nécessairement très cher. Hein. Par contre, ça réclame effectivement qu'il y ait un changement dans l'échelle des valeurs qu'on se donne, c'est sûr. Et donc ça veut dire que la liberté, elle est difficile. Et donc pour moi, il ne faut jamais séparer la liberté de ce que Cyrulnik appelle la résilience. La liberté, c'est aussi continuer à avancer vers une liberté que je sais que je n'atteindrai jamais. Mais de continuer à avancer vers elle, c'est déjà vous voyez, c'est la liberté en espérance. Il y a des endroits où je suis dans la liberté effective et il y a des endroits où je ne suis dans la liberté qu'en espérance. Pas parce que je la rêve, mais parce que je me bats centimètre par centimètre et que c'est de me battre pour cette liberté qui fait vraiment quelque chose de ma liberté anticipée. Vous voyez, je peux dire ça. Donc il y a les deux. Parce que sinon, je risque de me réfugier dans mes espaces de liberté en fuyant ceux qui diminuent, oui. En désertant, en baissant les bras. Je ne l'ai pas développé, mais du coup, il y a un grand truc, je pense à la fin, mais du coup, ce n'était plus notre sujet, c'est un des grands moyens de libération, ça s'appelle l'obéissance. Un extraordinaire moyen de libération. Quand un enfant a compris qu'il a devant lui quelqu'un de beaucoup plus compétent que lui, s'il arrivait à emboîter le pas à la personne aînée qu'il a devant lui, pour réussir à faire ce que l'autre lui dit, mais en comprenant ce qu'il lui demande de faire, en gros en montant sur ses épaules, quoi, eh bien il apprendra bien plus vite. Et donc l'obéissance, c'est une espèce de booster de croissance de la liberté extraordinaire. Moi je vous dis, j'ai cette métaphore, je la cite toujours parce qu'elle m'a beaucoup marqué. J'ai un père qui mesure 1,96 m au défilé du 14 juillet, quand vous avez 4 ans ou 5 ans, et que vous faites la différence entre être au milieu des jambes, vous savez, vous risquez de rien voir, quoi. Et quand tout à coup vous vous retrouvez à 2 mètres, quoi, voilà, là vous comprenez ce que c'est que l'obéissance. Ça vous hisse beaucoup plus haut. Alors évidemment, vous vous retrouvez après ça en bas, hein. Mais le temps d'un moment, il y a quelque chose de l'expérience d'une liberté. Les vrais maîtres, même dans l'ordre de la musique, dans l'ordre de l'art, même des fois dans l'ordre intellectuel ou spirituel, l'espace d'un moment, on s'est vu plus intelligent que ce qu'on arrive à être seul, plus virtuose que ce qu'on arrive à être seul. À un moment donné, vous avez des gens qui arrivent à vous faire musicalement, vocalement, picturalement, des choses extraordinaires. Parce que vous vous mettez dans leur sillage, comme en vélo, quoi, dans les roues du maître.
Voilà, et donc cette obéissance-là, elle est extraordinairement libératrice. Et qu'il y a des moments de mon existence, il y a des endroits de mon existence, je sais qu'il faut que j'obéisse parce que mon appréciation est définitivement faussée. Là-dessus, tu ferais quoi, toi? Je sais que moi, ça va me prendre la tête comme d'habitude. Et qu'à chaque fois, je vois bien que je n'arrive pas à choisir. Sur ce truc-là, c'est chronique. Qu'est-ce que tu ferais? Si tu étais à ma place, d'ailleurs, on peut dire c'est un ami. Et à ce moment, il nous donne le conseil qui était vraiment le bon. Donc là, il y a une espèce de... Vous voyez, parce qu'à la fin, vivre avec les endroits aliénés de nous-mêmes de manière chronique, sans se résigner de manière désespérée, ça passe par quelque chose de la... Je ne sais pas comment vous dire ça, je suis libre grâce à l'autre. Un peu comme quelqu'un aussi qui vous dit, quand vous êtes en montagne haute, qui vous dit, mais moi je sais que tu vas y arriver, ou moi j'ai franchi la corniche, toi tu l'as pas franchi, donc je t'assure, vu de l'autre côté, tout est facile. Vous savez, vous n'en pouvez plus, vous êtes avant le bout de la côte, et l'autre vous dit, mais t'inquiète pas, c'est la dernière fois, vous dites, ça fait 20 fois que tu me dis ça là, ça fait le 5e replat ou replomb, voilà, surplomb, et si, je te promets, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance, et à un moment donné, il finit par avoir raison l'autre, parce qu'on finit par y arriver au sommet. Donc là, il y a un moment d'obéissance, vous voyez, qui est pas facile, un pari sur le fait que voilà, l'autre voit des choses que je ne vois pas et je peux m'appuyer quand il y a vraiment une relation profonde sur ce regard de l'autre. Je suis libre par l'autre. À vous les questions. Pardon, j'étais plus long que d'habitude. Ou les objections, hein, ou les... Je ne vais pas vous enfoncer en vous disant que vous êtes libre, mais... Et pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être libre au niveau philosophique? Chez Sartre, hein, c'est parce que je ne peux pas y échapper. Même si j'y renonce encore dans le cadre de ma liberté. Donc c'est ça qui veut dire. Alors, c'est presque une espèce d'illusion d'optique, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Quand on prend le temps de réfléchir avec ça, on a quelque chose de vertigineux. On se dit, mais oui, même ma renonciation à la liberté, elle a encore quelque chose de la liberté. Alors, moi, je le transformais autrement, c'est que j'échappe pas à mon être. Je peux chercher à y échapper, mais je suis ce que je suis. J'ai beau le nier, je le suis toujours. J'ai beau ne pas vouloir le voir, je le suis toujours. J'ai beau le fuir, je n'arriverai jamais à le quitter, mon être. Imaginativement, mais pas réellement. Et dans cet être, il y a la part de liberté. Alors évidemment, elle n'est pas la même selon le degré. C'est sûr qu'une personne qui est très 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 handicapée dès sa naissance n'a pas la même marge. Mais cette impression, c'est que même chez une personne extrêmement handicapée, on perçoit même là, il y a une marge. Alors ensuite, pourquoi faudrait-il, quelle importance je dois lui donner à la liberté? Ben, vous avez compris, seconde. C'est plus important d'être heureux que d'être libre. Mais bizarrement, on ne peut pas l'être vraiment heureux sans être libre. C'est plus important de contempler, de s'émerveiller des choses que d'être libre. Mais en même temps, la liberté, la contemplation de la vérité et la joie de la vérité, elle a à voir à quelque chose avec la liberté. Et donc, d'abord, la liberté, ça n'existe pas. C'est une abstraction. Ce qui existe, c'est des actes libres. Et donc, la liberté, c'est la propriété des actes humains. Ça veut simplement dire que l'homme n'est pas totalement déterminé à ses actes. Et de nouveau, c'est vrai de dire que, comme d'une certaine manière, les animaux ne sont pas complètement déterminés à leurs actes, parce que vous pouvez mettre le choix entre du lait, je sais pas quoi, et de la viande, et que l'animal peut, sous un certain rapport, choisir. Et donc, ce n'est pas là-dedans qu'est la liberté véritablement humaine, même si c'est une forme de liberté fondamentale où nous apparentons aux animaux, mais pas aux plantes, et pas du tout aux réalités inanimées qui n'ont aucune liberté. Par contre, je peux dire que mes actes
me permettent de devenir moi-même. C'est ça le propre de la personne humaine. C'est entre ses mains qu'est remis la possibilité de devenir de plus en plus elle-même. Autrement dit, je ne deviens pas moi-même par des facteurs externes, mais par la manière dont je choisis de m'engager dans le monde. Voilà, c'est la manière dont l'être de l'homme est remis à la responsabilité de l'homme, c'est ça ce qu'on appelle la liberté. Alors on peut continuer à creuser encore plus profondément et dire que la liberté, c'est qu'il y a un décalage entre la perfection à laquelle j'aspire et l'état d'imperfection dans lequel je suis encore. D'accord ? Parce que ce perfectionnement est remis entre mes mains. Pourquoi ? Alors on peut se demander quel est le sens profond de ce delta entre mon imperfection et ma perfection, qui est d'ailleurs souvent si lourde, parce que des fois mon imperfection est telle, et l'imperfection collective est tellement lourde que je n'ai même plus le courage d'aller vers ma perfection. Ce delta, ce décalage entre les deux, il me semble philosophiquement, n'a de sens profond que parce que c'est la place de l'autre. Si je ne suis pas déjà pleinement moi-même, c'est pour que l'autre puisse être à l'intérieur de mon être. C'est je suis un être non seulement pour autrui, capable de l'autre, capable d'accueillir l'autre à l'intime de son être. Voilà ce que moi je dirais dans ce qu'on appelle un regard de sagesse, hein, qu'au fond, cette imperfection en perfectionnement, elle est pour que chacun de ceux que je choisis et qui me choisissent puisse devenir une part intime de mon être en progression vers son devenir. Pas juste un adjuvant externe, mais une part intime. C'est pas rien que quelqu'un fasse partie de ma vie, de mon existence. Ça met du temps, hein, de mon existence. Il ne va pas transformer mon être, qui fait qu'ontologiquement, je deviens quelqu'un d'autre que moi. Mais étonnamment, je deviens autre que moi. Pas quelqu'un d'autre, vous voyez, mais je deviens autre grâce à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se métamorphose. C'est pas facile parce qu'on a la trouille au moment où précisément on commence à dire mais est-ce que je vais pas me perdre? Peut-on éviter de se perdre pour une part pour devenir pleinement soi-même? C'est une immense question. Et c'est pour ça que la liberté nous fait peut-être trouille, c'est tout ça qui est derrière. Qui me garantit que je ne suis pas en train de m'aliéner à l'autre? Qui me garantit que de dépendre comme ça ne va pas me faire régresser? Qui me garantit que la manière dont l'autre dépend de moi, ça ne va pas me faire régresser? Jusqu'où est-ce que je dois renoncer à mon ego? Jusqu'à perdre mon identité? Mais si j'ai confondu mon identité et mon ego, il faut que je perde mon ego. On peut avoir le sentiment par moment que la manière dont l'autre intervient dans ma vie me fait perdre mon identité. Ça peut être vrai d'ailleurs, et c'est dangereux. Ça peut être faux. Vous avez des gens, ils se sont construits dans leur petite forteresse à 70 ans, puis tout d'un coup, il y a 70 ans, tout d'un coup, il y a des fissures, là, des machins qui viennent tout exploser en morceaux. Mais c'est salutaire, ils étaient enfermés dedans. Au début, on ne le ressent pas comme ça. Hein. Les déstabilisations de nos vies, c'est pas facile de savoir si c'est toxique ou libérateur. Hein. C'est là que j'ai besoin d'avoir un dialogue vrai avec certaines personnes qui, dans la durée, me connaissent. Le problème, c'est quand c'est eux qui sont cause de cette déstabilisation involontaire, des fois aussi. Non, mais à la fin, c'est ça. Hein. C'est le cœur de la question, c'est ça. Si on a peur, c'est la vulnérabilité dans laquelle nous met finalement la liberté. C'est-à-dire la place de l'autre. C'est pour ça qu'on on rêve de la gérer, la liberté. On rêve la liberté sous la forme de la maîtrise. Alors que vous avez compris que la liberté, elle est sous la forme de la déprise. C'est l'inverse. La liberté ultime, c'est de se donner. C'est pas de se perdre au sens, mais c'est de donner tout ce que j'ai, y compris moi-même. Est-ce que tout le monde est également capable d'être libre? Première question. Et deuxième question, pour ceux, s'il y en a plus que certains autres, qui sont capables d'être libres, est-ce que notre époque n'est quand même pas plus favorable que d'autres époques? Alors, il y a deux manières de comprendre. Hein. Est-ce qu'on est également capable d'être libre? Fondamentalement, on va dire oui, parce que nous sommes des êtres d'esprit. Ensuite, concrètement, non. Pas du tout. On n'est pas du tout juste. Il n'y a pas du tout de justice, ni naturelle, ni sociale devant la liberté. D'abord parce qu'on ne naît pas au même endroit, parce qu'on n'a pas la même configuration affective et tempérament par rapport à l'environnement, et puis parce qu'on n'est pas dans les mêmes époques.
Si voilà, quelqu'un qui est né il y a 15 ans au Darfour, je ne suis pas sûr que sa marge de liberté est aussi grande, bien que peut-être qu'en profondeur elle l'est plus. Vous voyez le très beau film qui s'appelle Va, vie et deviens. On va dire qu'il y a des conditions de possibilité d'exercice de la liberté qui sont variables. Moi je dirais ça comme ça. Ces conditions de possibilité d'exercice de la liberté, elles relèvent d'abord de l'appareillage affectif et des conditions d'existence dans lesquelles je suis, et puis de la culture dans laquelle je grandis. Sous ce rapport-là, nous sommes simultanément dans une période où nous sommes plus et moins libres. Nous sommes plus libres si nous arrivons à nous servir des bons moyens. Mais c'est pour ça que je dirais, vous voyez, si on était bien accompagné dans ce monde, bien sûr qu'on peut. Si on est bien accompagné dans ce monde, bien sûr qu'on peut être plus libre. Mais si vous voulez, voilà, c'est des guides de haute montagne qui commencent à falloir. Mais avant, il suffisait de quelqu'un qui au pif sait par où on passe, vous savez. Quelqu'un qui s'improvise guide de musée, quoi. Là, on s'improvise. C'est de plus en plus difficile de s'improviser. Hein. Le bon sens ne sert plus de boussole. Les gens qui ont un peu d'expérience, ça ne suffit même plus du tout. Hein. Et les gens, ils avaient un peu d'expérience, ça ne les a pas empêchés de s'exposer en vol, dans la perte, enfin dans plein de choses. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que, moi j'ai dit que ce qui nous manque par rapport à notre monde, c'est de prendre au sérieux la formation à la liberté. Et la formation à accompagner les autres dans le chemin de la liberté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand manque. Hein, regardez, dans l'entreprise ou ailleurs, les gens acquièrent des compétences techniques, des compétences même des fois cognitives ou des compétences d'information à un niveau extraordinairement supérieur d'il y a un siècle ou deux. Mais les compétences à être humain, elles ont diminué en moyenne pour moi dans un pays comme le nôtre, considérablement. On a vécu jusqu'à il y a 20 ans aller sur des restes. D'accord ? Et on va poser la question aujourd'hui, c'est qui le Nelson Mandela de demain ? Voilà. Et donc c'est plus compliqué. Et donc ça réclame pour moi qu'il y a une prise au sérieux, un peu comme on a pris au sérieux la crise écologique à un moment donné, qu'on s'est arrêté de faire du cosmétique, enfin dans l'analyse. Hein. Et quand ça passait qu'aujourd'hui, si on voulait vraiment bouger, il faut faire des choses massives, pour moi il y a quelque chose d'analogue. C'est pas seulement une question de la liberté, c'est aussi la question du politique. Hein. C'est qu'on est vraiment dans un moment on risque la rupture de charge. Mais objectivement, les moyens, quand on les utilise bien, qui sont à notre disposition, permettent, je pense, un exercice de la liberté, y compris un exercice de la liberté dans des situations critiques plus grand. Je prends un exemple simple, la manière d'accompagner la souffrance physique à l'hôpital. Si vous avez à la fois les antalgiques, la technologie médicale, les conditions sanitaires, l'accompagnement du corps médical et des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement, dans les soins palliatifs. Plus une famille qui a été accompagnée dans la compréhension de ce que c'est ce moment de la fin de vie, ce que ça peut être de grand, aujourd'hui pour y arriver à quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est que tous ces éléments-là peuvent aussi jouer dans l'autre sens. L'hôpital peut vous voler la mort et les antalgiques aussi, votre fin de vie et les antalgiques aussi. Hein. Donc les moyens, il y en a de plus en plus, et si on veut en faire un bon usage, ça demande de plus en plus d'intelligence stratégique. Donc ce qui manque, c'est d'être formé à ça. On va dire ça comme ça. Autrefois, l'école d'humanité se faisait basiquement dans la famille, après ça sur le tas. Aujourd'hui, une école d'humanité, ça réclame qu'on s'y mette aussi sérieusement, qu'on se met à acquérir des compétences professionnelles, même pour exercer un métier Bac-2. Mais en soi, on est d'accord, il y a plus de moyens. C'est la grande question quand on parle avec les gens des pays arabes, avec ce qu'ils ont. Parce que d'ailleurs, n'aiment pas beaucoup qu'on appelle le printemps arabe, parce qu'ils disent bonjour le printemps, ça n'a pas été suivi par l'été, quoi. C'était plutôt l'automne, c'est suivi par l'hiver. Voilà. Et donc, c'est une vraie question. Là, les moyens qu'ils ont, les moyens qui viennent pour une part de notre monde, je ne parle pas seulement de Twitter ou autre, hein. Voilà. Gain, perte, c'est pas simple les bilans, pas simple les bilans. Bon, on va tous être rendus de la liberté de dormir. Hein.
Donc la prochaine fois, ah oui, là vous avez vu, la prochaine fois on a choisi le sujet le plus hard qu'on ait pris depuis le début. Pureté, fidélité, chasteté des vertus dépassées, c'est volontairement provoquant. Hein. Je me suis dit, pour tout vous dire, le sujet me fait peur, hein, mais je me suis dit, allons-y carrément. On va prendre carrément les trucs qui sont regardés comme les plus ringards possibles et imaginables dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Pour moi, ça c'est, je parle de la culture ambiante, hein. C'est pire que, je ne sais pas trop quoi, le chapelet à Lourdes, vous voyez, c'est voilà, ça c'est vraiment le truc, si c'est ça ton souci, t'es vraiment grave, quoi, voilà. Donc on va le prendre au sérieux, enfin au sérieux la question, hein.